de faire des commentaires et notifier au groupe de travail sur les failles d'une norme. Et c'est sur cette base que les observations sont levées et une version future est publiée. Alors la norme actuelle, c'est la WCAG 2.0, publiée en novembre et décembre 2008, qui remplace donc les règles pour l'accessibilité des contenus web 1.0, qui ont été publiées comme recommandation du W3C en mai 1999. Donc on peut se conformer aussi bien au WCAG 1 qu'au WCAG 2, mais c'est toujours bien quand on démarre un nouveau projet de prendre la dernière norme. Qu'est-ce que le WCAG 2 apporte? Une abstraction de la norme par rapport à la technologie. WCAG 1 était spécialisé sur le HTML, sur les technologies du web. Et le WCAG 2 essaye d'élargir un peu plus le champ d'application et couvre des thèmes comme le XML, SMIL, SMIL ou bien le PDF, Silverlight, etc., Flash. Donc même ces formats propriétaires peuvent se conformer au WCAG 2. La WCAG 2 est aussi plus aisée à comprendre et à utiliser. La documentation est plus étoffée, donc chaque personne en fonction de sa spécialité peut trouver une documentation qui l'oriente sur les technologies, etc. Et puis puisque l'évolution technologique et humaine évolue, enfin, l'évolution évolue, donc les normes doivent être abstraites afin d'être adaptées indépendantes des technologies. Alors pour qui ces normes? Donc il s'agit de rendre les contenus web accessibles à une plus grande variété de personnes âgées ou en situation de handicap. Il s'agit des personnes aveugles ou malvoyantes. Donc il y a une distinction. Une personne aveugle, c'est une personne qui ne voit pas du tout. Et une personne malvoyante, on en a, statistiquement, sont beaucoup plus nombreuses. Ce sont des personnes qui portent des lunettes, enfin, et qui n'en ont pas. Ou bien qui devraient porter des lunettes, mais qui n'en ont pas. Et ça, il y en a beaucoup. Les personnes sourdes et malentendantes pour les contenus multimédia, audio. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas déplacer la souris pour pouvoir cliquer sur un lien. Ils tremblent, des choses comme ça. Donc ces personnes-là sont quelque part limitées pour utiliser votre site web. Il y a des personnes qui ont des limitations de la parole. Donc si votre site web fonctionne sur la base de reconnaissance vocale, vous mettez en marche automatiquement cette catégorie-là. Il y a des personnes qui ont des problèmes de photosensibilité. Ça veut dire que, par exemple, est-ce que vous connaissez la crise d'épilepsie? La crise d'épilepsie. Alors, lorsque vous flashez une lumière, disons à une fréquence de 3 flashs en 1 seconde, ça peut provoquer chez ces personnes-là une crise. Alors ce serait vraiment honteux d'être devant ces situations-là. Vous créez une page web avec une belle animation qui flash 3 fois et met votre utilisateur en situation de crise. Voilà, ou bien toute combinaison de ces différents handicaps. Mais sachez que suivre les règles d'accessibilité permet de rendre plus facile l'utilisation à tout le monde. C'est comme par exemple, je discutais tout à l'heure avec un collègue, sachez que si vous développez des sites web qui ne sont pas accessibles, en réalité, vous n'avez pas de site web. Parce que vous devez tenir compte d'une plus grande partie de votre cible que vous ne le pensez. Statistiquement, on parle de 10% de personnes en situation de handicap, mais comme je le disais tout à l'heure, même les personnes qui portent des lunettes
sont des personnes handicapées. Alors, pour qui, on a vu pour qui ces normes et pourquoi. En réalité, vos navigateurs, ce qu'on appelle les agents utilisateurs, le navigateur web, ou bien tout logiciel qui permet d'accéder à du contenu, application, intègre certaines fonctions d'accessibilité. Mais aucun browser ne peut corriger un site mal programmé. Alors, ces navigateurs apportent quelques fonctions de grossissement de texte, d'agrandissement, ou bien vous pouvez même importer des feuilles de style personnalisées dans ces navigateurs pour adapter l'affichage. Il y a certains logiciels comme Adobe Reader qui offrent la fonction de lecture audio, donc le texte est lu pour vous. La possibilité d'afficher des commentaires, des textes, etc., de bloquer des animations, bloquer les JavaScript, etc. Bon, mais c'est très limité. Pour les handicaps sévères, les sujets dépendent de technologies d'assistance pour pouvoir accéder au contenu. Alors, il y a plusieurs technologies d'assistance en fonction du handicap. Il y a les grossisseurs d'écran, il y a les plages braille. Donc, on a au milieu des images là une plage braille qui remplace l'écran de l'ordinateur, le moniteur. Donc, vous pouvez, la personne aveugle peut lire à partir de cette plage braille une traduction en braille de tout ce qui s'affiche sur l'écran, ligne par ligne. La demoiselle, elle a dans sa bouche, ce n'est pas un microphone, hein. Donc ça s'appelle en anglais spit and puff. En fait, c'est par le souffle. C'est pour les vraiment paralysés graves qui ne peuvent que respirer. Alors, pour ces personnes, ils peuvent avoir un petit tuyau dans la bouche qui leur permet d'aspirer et expirer, et en fonction de la fréquence, ils peuvent commander l'ordinateur. L'appareil qui est en dessous, par exemple, fonctionne avec la langue. J'essaie juste de vous montrer un peu jusqu'où ça peut aller. Là, c'est un bouton qui peut être activé avec la langue. D'autres personnes comme Stephen Hawking, qui ne peut utiliser qu'un seul doigt, utilisera un one touch button, comme celui-là. Un single button.